Tout sur tout, une émission où on parle de tout, où on se demande absolument tout, où on tente d'expliquer pas tout, mais presque. Tout sur tout, les dimanches de 11 à 14h sur 96.6, la radio des jeunes. Tout sur tout est en partenariat avec www.noscomètes.mg. Coucou, bonjour et bienvenue dans l'émission Tout sur RDJ avec les Babs et Denis à la technique. Bonjour Nicolas. Bonjour Sid. Comment vas-tu? Bon, ben ça va. Tu as été à la messe ce matin? Absolument, comme tu le vois, jeans déchirés, enfin en pleine forme. Oui, je reviens de la messe. Eh bien, pour tous ceux qui n'ont pas été à la messe, eh bien, nous leur offrirons donc leur messe avec les rubriques suivantes, Carpe Diem et Terra Nostra. C'est ça aussi, la messe avec RDJ. Voilà, vous allez à l'église de RDJ, aux messes de Carpe Diem et Terra Nostra. Bon, alors aujourd'hui, Nicolas, nous parlons d'un mal nécessaire, qui est l'ambition. C'est un grand mot qui englobe beaucoup de choses, ça peut être bien vu et mal perçu. Alors pour les bosseurs, les personnes bien dans le vent, l'ambition, si tu n'en as pas, tu es un loser. Et en même temps, chez d'autres personnes qui sont un peu plus, on va dire, qui prennent le temps de vivre, ou qui sont un peu moins portées sur le sujet, l'ambition, c'est un stress inutile. D'accord. Toi, qu'en penses-tu? Bien. Entre envergure et arrivisme. Voilà, il y a un peu de ça aussi derrière. Hein. Il y a beaucoup, mais il y a en fait beaucoup de notions d'arrivisme, d'opportunisme derrière le mot ambition. Et pourtant, effectivement, dans la société d'aujourd'hui, manquer d'ambition, c'est de ne pas avoir d'objectif, c'est ne pas savoir où on va. Ça peut être très mal perçu. Effectivement, c'est un sujet à deux facettes. Dans le sens où tu n'as pas d'ambition, les gens te diront que tu es quelqu'un qui ne bouge pas. Tu bouges pas, tu es dans l'immobilisme, t'as pas d'envergure, tu veux pas te mouiller, tu veux pas avancer. Exactement. Et dans l'autre, quand tu réussis, on dit que tu es un arriviste. Ah oui, fatalement. On dit ouais, tu réussis tout, il y va à fond. Peur de rien. Et pourquoi pas moi, je pourrais pas faire la même chose que lui, etc. Effectivement, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Soit trop, soit pas assez dans les deux cas. Dans les deux cas, c'est le serpent qui se mord la queue. Exactement. Et donc toi, en tant que tu n'es pas encore... Ah bah si, justement, par exemple, toi, tes enfants, tu voudrais qu'ils soient ambitieux ou pas? Je désire qu'ils soient ambitieux à la hauteur de ce qu'ils rêvent. D'accord. Ça veut dire que ne tombons pas dans l'utopie et ne tombons pas non plus dans l'immobilisme. D'accord. Ça veut dire que s'ils veulent avoir, entre guillemets, beaucoup d'espérance dans la vie, c'est bien d'avoir des espérances, mais sans être utopique. Mais par contre, essayer d'arriver et de faire ses rêves, c'est déjà pas mal. Par contre, avoir des rêves mais ne rien faire, c'est rester dans l'immobilisme. Ils ont déjà des rêves, hein, je te dire, c'est déjà ça de gagner. Je veux dire, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'ont plus de rêves. Alors pour ceux qui réussissent à en avoir, c'est déjà pas mal. C'est sûr, il faut avoir des rêves. Ceux qui n'en ont plus, malheureusement, ils ne peuvent pas vraiment avoir d'envergure ni d'ambition, à moins de le faire sous la contrainte ou l'obligation, mais ça n'est pas naturel. Alors pour continuer dans cette tendance, Nicolas, d'intégrer un moule social et correspondre au type de l'être humain exigé par l'humanité, aujourd'hui on a une tendance, enfin aujourd'hui non, mais il y a cette tendance des bosseurs entre guillemets, des gens qui travaillent tard et qui le montrent pas après, ça dépend, il y en a qui sont vraiment bosseurs. Mais aujourd'hui, par exemple, dans certaines sociétés, ça fait vraiment fumiste de quitter à 18h, qui est une heure réglementaire en général de sortie, mais c'est vrai qu'après, en fonction du poste, des exigences du travail, des dossiers en suspens, tu peux sortir plus ou moins tard. Mais enfin, il y a quand même des sociétés, je l'ai vu, où partir avant 18h, 18h30, et même moi je l'ai fait plusieurs fois, de pouvoir juger des personnes qui quittaient tôt. Mais pourquoi est-ce que ça fait toujours aussi mal perçu? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a besoin que l'être humain soit encore plus productif, toujours plus productif? Est-ce que le fait de rester longtemps au boulot te permet de faire un meilleur travail? C'est pas toujours le cas. Je dirais que les gens qui travaillent tard la nuit, qui travaillent tard le soir, ils réalisent un travail, certes, mais peut-être que c'est dans leur organisation de leur journée qu'ils devraient peut-être voir un peu où est le problème de pouvoir travailler bien en journée sans devoir obligatoirement dépasser l'horaire réglementaire. Après, alors le fait de dépasser l'horaire réglementaire,
ça te donne une image de bosseur, on est tout à fait d'accord. Ça donne cette image de bosseur parce que oui, je suis sorti à 20h, j'ai beaucoup travaillé, donc j'ai bien travaillé. C'est pas toujours le cas. Dans ce cadre-là, je dirais que c'est se donner bonne image et bonne conscience de se dire je suis sorti tard, j'ai bien travaillé. Alors que si on le désire sortir à une heure réglementaire, même avant 18h, mais qu'on a bien fait son travail, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas être gêné de pouvoir sortir avant. Au contraire, tout dépend de sa conscience personnelle au travail. Et professionnelle. Mais j'irais même plus loin, je pense que ça n'est pas vraiment tant individuel, parce que là quand tu en parles c'est comme si c'était l'individu qui voulait bien paraître. À mon avis c'est même plus institutionnel, c'est comme si le système avait imposé un quota de travail qui fait que malgré toute ta bonne volonté tu ne pourras pas régler tous tes dossiers en une journée à 18h, ce qui fait que comme tu es cadre, comme tu as des positions, certaines positions et certaines responsabilités, tu es tenu de terminer au moins une grande partie de tes dossiers, du moins de les préparer pour une réunion, et tu ne peux humainement pas les terminer par exemple à 18h, 18h30. Donc ça n'est pas individuel, c'est un système, et c'est ce pourquoi en fait quelque part on peut vous féliciter, vous français, non pardon toi tu n'es pas français, t'es belge, mais c'est ce pourquoi on peut féliciter les français d'avoir mis en place le système des 35 heures. Ils ont quand même une qualité de vie supérieure à celle des Américains. Je veux dire les Américains qui sont en train de courir après leur boulot pendant que les Français prennent leur bon temps et se font plaisir, je veux dire il y a quand même pas photo. Oui, quelque part, les 35 heures mises en place par le gouvernement socialiste de Lionel Jospin en son temps, c'était une bonne chose dans le cadre de pouvoir avoir plus de loisirs, plus d'instants avec sa famille. Mais est-ce que, je dirais macroéconomiquement parlant, c'était une bonne chose? L'avenir nous le dira. Mis à part cela, je dirais qu'il faut mesurer de manière équilibrée les proportions de travail, de vie privée, d'une manière juste et correcte, de manière à ce qu'on puisse gagner sa vie, en même temps qu'on puisse avoir un minimum, je dirais, de vie sociale avec sa famille. Et une bonne qualité de vie. Et une qualité de vie agréable. Ce n'est pas évident de ces temps-ci en temps de crise, en plus. Alors, dans la rubrique Terra Nostra, aujourd'hui, Nicolas, nous avons décidé de rester dans le domaine entrepreneurial et de parler des valeurs d'entreprise, dont l'éthique. D'accord. Ce mot qui est très près, apparemment. Paraît-il, dans les consciences, il paraît que ça vient de s'imprimer. Enfin, qui existe certainement depuis très longtemps, Oui. mais qui n'avait pas au XXe siècle la notion qu'il a aujourd'hui. Exactement. Parce qu'au XXe siècle, je n'ai pas de date précise, mais il me semble qu'on parlait beaucoup plus, comme tu le disais, de valeurs morales. Voilà. Qui étaient rattachées aux églises, Tout à fait. à des institutions. Des institutions. Et aujourd'hui, on est plus passé à l'éthique, peut-être parce que les gens finissent par ne plus trop faire confiance aux institutions. Probablement. Et le code éthique en entreprise, à ton avis, à quel moment il est né, comment il a existé? C'est un sujet relativement difficile à aborder parce que l'éthique en entreprise est quelque chose de subjectif. Il n'y a pas d'objectivité comme par exemple les premières vacances de 1930 mises par Léon Blum en France. Par contre, l'éthique en entreprise, elle dépend surtout de soi, de son comportement. Aujourd'hui, vous comportez mal avec vos collègues, vous aurez peut-être à être convoqué chez votre supérieur hiérarchique pour qu'on puisse vous remettre sur les rails. Donc vous avez manqué quelque part d'éthique, de morale, de comportement, de discipline, d'assiduité. Donc sous cet angle-là, pour moi l'éthique en entreprise, c'est avant tout avoir un savoir-être, un savoir-vivre, et être tout compte fait constant dans son caractère, dans sa manière de voir les choses. Je crois que c'est plutôt dans ce sens-là que je verrais l'éthique en entreprise, en plus de respecter le règlement spécifique à l'entreprise évidemment, et avec la ponctualité, Le règlement intérieur, le règlement dans l'intérieur, la propreté, le respect hiérarchique, le le respect dress code hiérarchique, réglementaire. voilà. La base de la vie, quoi. La base de la vie en société. Alors, pour résumer, ce sont des qualités complètement individuelles et un savoir-être au cas par cas, qui est régi pour tous les employés de l'entreprise, dans l'objectif de permettre, on va dire, une fluidité, une homogénéité du fonctionnement, c'est ça? Une fluidité, une homogénéité du fonctionnement de l'entreprise, avec des rapports entre les personnes qui soient relativement standards, qui soient qui facilitent le travail, voilà, en équipe. tout à fait. C'est juste ça. La collaboration, et meilleure collaboration il y a, meilleur développement de la société il y aura. D'accord.
Tu me parlais de la probable naissance du terme code éthique en entreprise avec la naissance des syndicats. C'est-à-dire que quand les syndicats ont commencé, surtout dans les années 30, après la grande crise de 1929, à exister sérieusement, à faire parler d'eux, et bien en parallèle, je dirais que le patronat a voulu aussi que dans l'inverse, son personnel le respecte plus. D'accord. Donc sous cet angle-là, il y a une éthique qui est venue par le haut. Voilà. D'accord, ok. Les employés ont demandé plus Donnant. voilà, de loisirs, des vacances, des congés payés. Et bien dans l'autre sens, les patrons demandaient plus de discipline pour une meilleure productivité, plus d'éthique, plus de droiture de la part des employés pour le bien de l'entreprise. D'accord. Alors toujours dans Terra Nostra, dans la même rubrique éthique entrepreneuriale, Nicolas, on est quand même un peu surpris de constater que dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, on parle beaucoup de valeurs éthiques, etc. et tout, mais que sur terrain, il se passe pas grand-chose. Je veux dire qu'il y a encore énormément de népotisme, il y a encore énormément de droits de cuissage, énormément de prérogatives qui se justifient ou qui veulent se justifier par les droits de cuissage, encore énormément, enfin beaucoup de choses qui a priori dans n'importe quelle société devraient être interdites si on parle d'éthique, mais ça reste très courant. Alors peut-être qu'aujourd'hui ça devient banal et donc on n'y accorde plus beaucoup d'importance, mais enfin il ne faut pas quitter des yeux le fait que ça devrait ne pas être autorisé. En effet, ouais. C'est tout compte fait relativement animal de devoir choisir quelqu'un par rapport à ses amis, et bien alors de prendre une employée et de la tester entre guillemets au lit avant de la tester à son travail. Je trouve ça complètement animal et dépassé. C'est choquant dans le sens où on ne laisse pas la libre chance de pouvoir avoir un panel de candidats et de pouvoir choisir objectivement par rapport à ses compétences et non objectivement parce qu'il sait faire au lit ou par son esthétique. Parce qu'elle est amie d'un tel, voilà, etc. exactement. Donc revenons quand même un peu plus dans l'objectivité. À la limite, revenons avec des CV sans photo, hein, pour des emplois de bureau qui ne sont pas en contact avec le public. Revenons avec des CV simples, sans photo. Sauf pour les métiers relationnels ou pour les métiers relationnels où effectivement l'apparence fait vendre. Donc, mais quelque part dans la vie, que ce soit dans la vie professionnelle ou la vie privée, on se vend toujours un peu. Alors. Après, bon, à côté de cela, il y a également une autre réalité interplanétaire, c'est le phénomène DSK, qui a quand même changé beaucoup d'habitudes au bureau. Bon, je crois qu'il y aura peut-être de moins en moins de patrons qui seront DSQ. Oui, d'accord. Sous cet angle-là, je crois que maintenant, quelque part, on a réveillé un problème avec l'affaire DSK, l'affaire Bannon et l'affaire de la femme de chambre de l'hôtel, où maintenant une femme, on a réveillé le droit des femmes à autant de droits qu'un homme, à pouvoir contester le fait qu'elle ait une relation sexuelle qui soit consentante ou non. Maintenant, c'est un sujet extrêmement délicat. Je n'y rentrerai peut-être pas dans les détails, mais ça a réveillé la conscience collective dans le fait qu'on ne choisit pas une employée par rapport à sa manière d'être. Des aspects complètement personnels. Oui. Ok, bon, en tout cas, nous on espère que ce réveil de la conscience sera pérenne, qu'il ne s'agit pas juste d'un fait de paille, sur un phénomène de mode ou voilà, très médiatisé qu'on oublie au bout de 2 ans. J'espère que ça va définitivement redimensionner les relations professionnelles. Homme-femme, voilà, tout à fait. Pour en terminer avec le sujet, Nicolas, quitte à faire un peu moralisateur, peut-être la suggestion serait d'éduquer les futurs et même les actuels travailleurs, enfin dans une certaine mesure, prévoir des séances de véritable éthique, de valeur morale, pour qu'ils sachent ce qui se fait ou ce qui ne doit et ne peut pas se faire en entreprise, la corruption, les pots de vin, etc. Je veux dire, les domaines sont tellement vastes de contrevenance à l'éthique qu'on pourrait y passer 3 ans sur le sujet. En effet, l'éthique, c'est tout compte fait
une notion qui se superpose à l'éducation de base que nos parents nous ont donnée. Et à ce sujet, moi je verrais à l'école donc des cours peut-être plus approfondis d'éducation civique, d'éducation en société. On a été éduqués par nos parents a priori à avoir un savoir-vivre, un savoir-être de base, le respect de l'environnement, une certaine ponctualité, une certaine manière de voir les choses, partager, la démocratie, etc. Ce sont des valeurs qui nous sont données par notre famille, par nos parents. Par contre, les valeurs de vie en société au travail, les valeurs en société par rapport aux relations interpersonnelles, eh bien ça ce sont des notions d'éthique qui devraient à mon avis être apprises dans un établissement scolaire, par exemple au lycée, en première ou en terminale, de manière à ce qu'on puisse préparer les jeunes à accéder aux études supérieures, à vivre en société dans le cadre de leurs études supérieures, mais aussi dans le cadre de leur futur métier, de leur futur travail dans les sociétés, de leur permettre d'avoir cette faculté de pouvoir bien vivre et bien s'entendre en société. Moi je mettrais même ça, tu sais, dans un emploi du temps de la société. Genre une petite demi-heure ou une heure tous les mois. Petit rappel des choses à faire et ne pas faire. Ça peut vraiment faire du bien. Encore une fois, oui, ça peut faire moralisateur, mais je veux dire, si ça permet d'éviter des... Parce que la finalité de ces choses-là, je veux dire, c'est des petits trucs, on les banalise, mais mis l'un dans l'autre, ça peut parfois mettre la société très à mal. Ça peut la mettre, par exemple, dans des situations juridiques très embêtantes. Et donc, c'est dans son intérêt à l'entreprise de pouvoir faire des piqûres de rappel comme ça à ses employés sur le code éthique de la société ou sur le code éthique tout court. Voilà pourquoi peut-être des réunions hebdomadaires en société sont intéressantes dans le cadre de rappeler des éléments du règlement d'ordre intérieur de la société ou bien simplement des éléments de savoir-vivre, d'éthique dans un service où le responsable hiérarchique, le supérieur hiérarchique, rappelle à ses employés quelques règles simples de fonctionnement en société. Donc, en fait, pour en conclure sur le sujet de l'éthique en société, eh bien, c'est avant tout un savoir-vivre et un savoir-être en société, avec des gens qui ne sont pas de notre famille. Donc, c'est pas le même genre de notion éducative que nous avons reçu de nos parents ou de notre famille, mais bien des notions de vie en société qui devraient être enseignées à l'école, dans l'enseignement secondaire. Et à partir de ce constat, je crois que l'on peut essayer d'améliorer les relations en société. Alors aujourd'hui, dans notre rubrique invitée, pas grand monde à part nous-mêmes. C'est juste qu'on a établi des rubriques invitées pour permettre à tout le monde, à des artistes, à des entrepreneurs, à des citoyens lambda, de s'exprimer sur un sujet n'importe lequel, si possible celui qu'on aborde dans l'émission. Le but de la manœuvre étant de juste pouvoir savoir ce que pensent les autres personnes d'un sujet X. Voilà, c'est juste aussi bête que ça. Donc la semaine prochaine et les semaines prochaines, nous aurons peut-être le loisir par exemple de savoir ce qu'une chanteuse pense de l'éthique en entreprise, ou ce qu'un entrepreneur pense des droits de cuissage, ou ce qu'un citoyen ou ce qu'un auditeur pense des cuisines orientales. Enfin, c'est un peu... On aura tout le loisir de cuisiner nos invités. Alors dans la rubrique santé, Nicolas, quelque chose de miraculeux. Le bicarbonate. Alors on en entend parler un peu de temps en temps sur le net sans vraiment y faire attention, mais aujourd'hui je pense que c'est un article indispensable à la maison et à l'individu. Alors déjà au niveau hygiène, tu en saupoudres un peu tes semelles, ça enlève les odeurs, les malodores, les mauvaises odeurs. Adieu le fromage. Voilà, exactement. Ça remplace parfaitement, parce que je l'ai essayé, le déodorant. En fait, l'idée d'essayer le bicarbonate est justement venue à cause de cette histoire de déodorant autour desquels il y a des rumeurs de cancer. On ne sait pas quels déos sont cancérigènes et lesquels ne le sont pas. À mon avis, ce sont les antiperspirants et les antitranspirants qui sont cancérigènes, mais aujourd'hui, de plus en plus de personnes disent qu'il y a des substances, même dans le déodorant neutre, qui sont cancérigènes. Donc, on a décidé d'essayer le bicarbonate et parole de nous, ça marche énormément.
Donc ça c'est une chose au niveau de l'hygiène, ça D'accord. enlève les odeurs. Mhm. Deuxièmement, il paraît que ça permet de digérer plus rapidement aussi. Donc quand tu sors d'une fête très arrosée, toi et moi on sait que la nourriture ça le fait beaucoup. Donc après ces moments-là, par exemple, on peut se permettre de se refaire une petite santé, une petite faim, tu vois, avec de la bicarbonate, façon orgie romaine, tu vois. Donc une pincée, mais vraiment pincée de bicarbonate dans un petit peu d'eau et ça te remet un peu l'estomac à neuf en fait. D'accord. Pas mal ça. Oui, c'est intéressant. Et surtout, autre chose qu'on ne savait pas, enfin que je personnellement ne savais pas, c'est que on peut laver, la bicarbonate nettoie parfaitement les salades, les fraises, etc. Je veux dire, on n'a pas forcément tout le temps du permanganate à la maison pour laver les salades, les fraises. Et donc, au lieu de s'en priver pendant des années, sachez que bicarbonate, ça ne coûte pas cher. À la maison, ça a multi-usage et ça vous permet de pouvoir redéguster avec plaisir les fraises, les salades et autres aliments sensibles. Eh bien, c'est une belle astuce, hein, une très très belle astuce. Ou plus simple, pour confirmer, en fait, googlez juste bicarbonate. Je suis sûre que je zappe environ les 2/3 des véritables vertus de la bicarbonate, ou du bicarbonate, enfin. Mais c'est déjà les vertus essentielles. Mais je pense qu'en googlant, vous en trouverez d'autres. D'accord. Alors, petite rubrique nos commentes, exactement comme dans l'émission Good Vibe les samedis, nous aurons une personne tous les dimanches, donc nous aurons une personne de nos commentes pour faire des commentaires sur nos commentes. J'aime beaucoup la contradiction du mot. En passant, Nicolas, on rappelle que l'émission Tout sur Tout est en partenariat avec nos commentes, www.noscomments.mg, et que comme nous sommes en début de mois, très certainement le numéro 21 de nos comments est en distribution dans tous les lieux habituels, à savoir les grands hôtels, Les hôtels, les clubs, les restaurants, les lieux bars, branchés, le Tana by sandwicheries, Night, un peu partout à Tana. Alors, dans le petit coin citation aujourd'hui, Nicolas, on a choisi Liu Yang, qui nous indique que le bonheur vient de l'attention aux petites choses et le malheur de la négligence des petites choses. Donc, en gros, pour lui, tout est basé sur les petites choses. Quand tu sais y donner de l'importance, ça te rend heureux, et quand tu les négliges, ça te rend malheureux. Toi, les petites choses, tu y accordes de l'importance, Nicolas, ou pas? Les petites choses Bah oui, peuvent relever, des petits trucs bien, oui, des peuvent petits relever des souvenirs. détails qu'on a tendance à oublier. Et les petites choses dont on se souvient, les attentions auxquelles on a droit, peuvent vous changer votre journée, peuvent vous améliorer la manière dont vous allez travailler après ou faire autre chose. Alors que la négligence des petites choses, elle vient plutôt parfois de vous-même, où vous oubliez d'offrir ou d'avoir certaines petites attentions avec les autres. Et dans ce cadre-là, c'est vous qui, entre guillemets, pourrissez un peu pas la vie des autres, mais le temps que vous allez passer avec eux. Voilà. Donc, quand quelqu'un vous offre des petites attentions, c'est merveilleux. Mais quand vous oubliez des petites choses, c'est un peu comme le fait d'oublier d'arborer une route, ou bien d'avoir mis un peu de peinture dans une vie qui est un peu trop en noir et blanc. Alors Nicolas, aujourd'hui, on s'intéresse à Abraham Lincoln, qui nous disait que prendre du bon temps, ça rendait plus efficace. Il disait, si j'ai 8 heures de travail, eh bien je passerai 7 heures à aiguiser ma scie. Si j'ai 8 heures pour couper un arbre, je passerai 7 heures à aiguiser ma scie. Et les 7 heures à aiguiser ma scie, selon lui, ça serait prendre soin de soi, entretenir son cerveau, son bien-être. Parce qu'effectivement, des personnes stressées, ça n'est pas très très productif. Des personnes déprimées, ça n'est pas très productif non plus. En effet. Donc en gros, prendre du bon temps, c'est important. Bah effectivement, pour réaliser un travail efficace, il faut pouvoir s'entretenir, il faut pouvoir essayer de pouvoir prendre un peu de bon temps pour pouvoir revenir après dans le bain du travail, Être dans un bain épanoui. beaucoup plus efficace, plus épanoui, vidé de tous les petits soucis privés avec lesquels on a pu, par exemple, après avoir passé un bon week-end, eh bien on reprend de bons lundis. C'est pour ça en fait que dans la mythologie, dans l'histoire générale, je dirais, bien que même en religion, eh bien il y a toujours un jour de repos, et le 7e jour, il se jour du repos. reposa. Alors si prendre du bon temps, Nicolas, ça peut rendre plus efficace, dans le contrario, râler, s'exprimer, hurler, ça peut aussi être très bon pour la santé. C'est une forme, je dirais, de pouvoir
exulter. Voilà. Le stress, les différents soucis qu'on a eu sur toute la semaine. Un certain mal-être. Un certain mal-être. Faire une séance de gueulade gratuite avec toute l'incohérence que cela peut avoir, peut donner du bien, peut nous apporter un petit peu plus de sérénité, un certain équilibre. Voilà, oui, je suis tout à fait d'accord avec ça, moi. Oui. Un renouveau, voilà. Et tu me disais qu'en France, on payait parfois des fortunes pour assister à des ateliers. Effectivement, il y a des ateliers de rire, mais vraiment exprès, hein, de rire volontaire, causé, voilà, hein. C'est ça. Mais aussi des ateliers de gueulade pour évacuer les problèmes psychiques. Alors économisez vos sous, gueulez comme vous le pouvez, évacuez, équilibrez votre énergie interne et externe. Vous verrez, de temps en temps, ça peut faire du bien. Attention à consommer avec modération. Oui, parce qu'il y a d'autres moyens d'évacuer notre stress, simplement en faisant un petit jogging très très tôt, le dimanche matin, par exemple. C'est vrai, ça fait moins de mal à l'environnement immédiat. Bon, Nicolas, c'est la fin de l'émission. On a parlé d'un peu tout et n'importe quoi. C'était le but de la manœuvre. L'émission s'appelle Tout sur tout, n'est-ce pas? Donc voilà, nous arrivons au bout de l'émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Nicolas, merci pour ta présence régulière et sur laquelle on peut compter. Merci également aux techniciens, les Babs et Denis, ainsi que Mange. Et merci à nos partenaires, NoComment, www.nocomment.mg. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous retrouvera même heure, même endroit dans une semaine et à dimanche prochain. Tout sur tout, une émission où on parle de tout, où on se demande absolument tout, où on tente d'expliquer pas tout, mais presque. Tout sur tout, les dimanches de 11 à 14h sur 96.6, la radio des jeunes. Tout sur tout est en partenariat avec www.nocomment.mg.